Madame Dolto et Monsieur Audin, bonjour. Bonjour. Vous avez un point commun, c'est que vous vous intéressez de très près à la femme. D'accord ? Vous êtes ici dans un cadre, on va dire, un peu particulier des dialogues en humanité. Qu'est-ce que vous faites dans ce symposium, dans cette réunion, Madame Dolto? Je rencontre des humains qui sont en quête d'humanité. Et j'échange et je reçois, et voilà, j'échange des informations. Alors, quel type d'informations vous échangez? Des informations qui redonnent confiance dans l'espèce humaine. C'est-à-dire de tous bords, à la fois, par exemple, quand j'écoute Michel, des choses sur les progrès scientifiques, mais aussi des choses sur tout ce qui émeut les humains et les intéresse et les fait évoluer, dont les gens témoignent ici. Alors, est-ce qu'on pourrait dire que c'est du basique sans vouloir minimiser l'information que vous faites passer? Est-ce que c'est du basique ou bien ce sont des informations que les gens ne connaissent pas? Est-ce que vous voulez faire un effet surprise ou est-ce que vous voulez transmettre des informations qui sont, par exemple, votre expérience quotidienne que vous voulez mettre à la portée de tous? Je pense que nous avons un devoir de transmission et que ceux qui ont la chance de labourer un champ un peu plus intensément que les autres doivent restituer aux autres pour les aider à penser. Voilà, donc c'est juste ça. Je ne sais pas ce que ça veut dire, basique. Moi. Alors, basique, ça veut dire que c'est une information qu'on peut taper sur Internet et on va avoir l'information qui sera sur Wikipédia, par exemple, ce type d'information. Oui, mais ce ne sera jamais la même chose que quelqu'un qui vous l'a dit. Voilà, absolument. Voilà. Donc, on a vraiment le contact humain, on est vraiment dans un cadre de dialogue d'humain à humain. Alors, docteur Audin, vous êtes vous également invité en parallèle avec Madame Dolto, puisque vous avez toujours ce point commun qui est donc la gynécologie et l'approche de la femme. Quel message vous voulez faire passer au dialogue en humanité de Lyon? L'une de mes intentions, c'était d'expliquer les raisons pour lesquelles on doit se poser des questions sur une évolution possible d'Homo sapiens dans un avenir proche, en relation avec la façon de naître. C'était mon intention. En réalité, dans le cadre de l'Agora, je n'ai pas eu l'occasion de parler de cela. Alors, pourquoi peut-on anticiper une évolution d'Homo sapiens en relation avec la façon de naître? D'abord, il n'y a pas de phase de la vie moderne qui a été plus profondément bouleversée au cours des dernières décennies que la période de la naissance. Pour aller vite, il fallait autrefois qu'une femme libère un cocktail d'hormones de l'amour pour mettre au monde bébé et placenta. Aujourd'hui, on peut remplacer les hormones de l'amour par une perfusion d'ocytocine synthétique et on peut mettre son bébé au monde par césarienne. Plus besoin d'hormones de l'amour pour avoir un bébé, c'est complètement nouveau. Jusqu'à une date récente, quand le bébé venait de naître, son corps était colonisé par des millions de microbes qui venaient de la mère en général et qui éduquaient son système immunitaire. Aujourd'hui, le nouveau-né est le plus souvent privé de microbes, parce qu'il y a eu des antibiotiques, parce qu'il venait par césarienne, etc. Il n'y a pas de phase de la vie humaine qui était plus profondément bouleversée. Or, c'est précisément à l'époque où des disciplines scientifiques d'une grande diversité nous apprennent que cette période de la naissance est critique en ce qui concerne la formation de l'individu. Critique pour l'attachement vers le bébé, critique d'un point de vue bactériologique, critique est aussi un terme utilisé par l'épidémiologie, qui étudie les corrélations entre ce qui se passe au début de la vie et ce qui se passera plus tard, critique dans cette discipline nouvelle qu'on appelle l'épigénétique. Et puis, en même temps, soudain, on a de nouvelles façons de comprendre les mécanismes de l'évolution des espèces. Jusqu'à une date récente, on ne pensait qu'aux mutations génétiques et à l'adaptation aux environnements, etc. Soudain, on apprend que la mère transmet bien plus que son matériel génétique. La mère transmet son microbiome, c'est-à-dire une grande partie des microbes qui occupent son corps, des millions de microbes. La mère transmet son matériel génétique qui est dans les mitochondries. La mère transmet beaucoup de choses sur un plan compris par l'épigénétique du fait de la vie intra-utérine, de ce qui passe pendant la période de la naissance, c'est-à-dire tout ce elle transmet aussi la façon dont on a été éduqué pour exprimer ses gènes. Donc soudain, on a une foule de questions
foule de raisons d'anticiper une profonde évolution d'Homo sapiens en relation avec la façon de naître. On peut même déjà, si on avait le temps, dire quel genre de transformation. Si je vous entends bien là, parce qu'en filigrane, vous avez l'air de dire que finalement, les progrès qui ont été faits pour permettre à la femme d'accoucher dans le confort, je parle de la péridurale, je parle de tout ce qui est fait avant. On prend rendez-vous le 24 décembre à 15h pour que ça arrange le chirurgien parce qu'il part en vacances après. Il reste 3 jours de plus parce qu'à la clinique, ça permet de gagner 3 jours de plus de présence. Non, je ne juge pas. Non, non, mais on est en train si je vous entends, si j'ai bien compris ce que vous êtes en train de dire, on redécouvre des choses qui, à mon avis, ont été masquées par un apport de technologie très important. Et finalement, aujourd'hui, on remet en avant des choses qui ont toujours existé et qui ont été masquées peut-être par une technologie qui a permis de faire croire, ou en tout cas aux femmes, qu'il fallait faire des échographies, des choses comme ça, etc. Ça, je pense que ce sont des choses... Le fait de perturber le processus de l'accouchement, de perturber le contact mère-bébé, c'est pas nouveau. C'est le fait de croyances, de rituels qui se sont transmis depuis des millénaires. C'est simplement qu'avec la technologie moderne, on a des moyens un peu plus puissants. Mais je ne pense pas de jugement de valeur. Je veux simplement dire que puisque cette phase de la vie moderne a été profondément bouleversée, plus que n'importe quelle autre, et puisque c'est une période critique dans la formation de l'individu, et puisqu'on connaît mieux les mécanismes d'évolution des espèces, on a assez d'éléments pour s'attendre à une évolution possible d'Homo sapiens en fonction de la façon de Ça, c'est une bonne nouvelle alors. Par exemple, il ne s'agit pas de bon ou pas bon. On voit une recrudescence. Il ne s'agit pas de juger. Non, non, c'est pas une question de jugement. On essaye de faire avancer un petit peu le dialogue, l'échange. Et c'est pour ça qu'on peut prendre parti sans faire... Il ne s'agit pas de prendre parti. Non, mais c'est bon de comprendre des choses. On pose des questions. On pose des questions et on voit que l'allaitement reprend du poil de la bête, si je peux me permettre cette expression en facile. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, docteur Lotto? On a toujours pensé, comme par exemple le docteur Montagnier qui a dit le seul lait qui soit destiné aux enfants, c'est le lait maternel. Et pendant des années, on s'est éloigné de ça parce qu'on a eu des pressions commerciales qui ont fait que c'était les laits qui étaient vendus en pharmacie, qui étaient imposés aux enfants. On avait même des échantillons en clinique. Aujourd'hui, on voit que les mères reviennent à l'allaitement. Est-ce que vous pensez que c'est quelque chose qui peut être intéressant? Je pense que c'est quelque chose qui est très intéressant, sauf si les mères sont alimentées de manière telle que leur lait devient un poison, comme le lait des femmes esquimaux qui est plein de DDT. Donc c'est beaucoup plus complexe que ça. Bien sûr, le lait de mère, si la mère n'est pas on va pas de la mère lambda, on va pas aller... Mais la mère lambda, elle est pleine de toxiques en Occident. D'accord, donc là, mais c'est beaucoup mieux que le biberon quand même, si on peut. Je pense qu'il faut... Je parle sur l'aspect tactile, hein, pas forcément... Oui, mais il vaut mieux donner le biberon en étant vraiment heureuse du contact avec son bébé que donner le sein en se forçant. Moi, je ne suis pas dogmatique pour toutes ces choses, bien sûr. D'une façon générale, je suis plutôt pour l'allaitement maternel pour un tas de raisons. Mais je ne voudrais surtout pas qu'on stigmatise les femmes qui n'ont pas envie d'allaiter. C'est bête. En disant qu'on peut comprendre leur démarche, mais moi, le seul fait que je souligne, c'est qu'on se rend compte aujourd'hui qu'il y a quand même un retour vers l'allaitement. Peut-être que c'est quelque chose qui est naturel. On a un retour aussi sur la façon de porter les bébés. Il y a des doulas qui sont admises pour assister les enfants dans l'accouchement, etc. Donc, quelque part, il y a une prise de conscience qui se fait et qu'on voit très bien que ce qui était fait avant revient aujourd'hui d'une façon naturelle. On retrouve même dans certains endroits et aussi au niveau des CHU la capacité de récupérer son placenta pour faire de la placentathérapie sous forme de gélules. Est-ce que c'est quelque chose qui vous parle, qui vous fait réagir, docteur? Bien, ça me fait réagir, j'ai beaucoup réécrit là-dessus parce qu'on a beaucoup de raisons de penser que la consommation du placenta qui est observé chez tous les mammifères terrestres, le font naturellement, en fait n'a jamais été observé dans l'espèce humaine. On a de bonnes raisons de penser que ça n'a jamais été instinctif dans l'espèce humaine de consommer le placenta. Sinon, il y aurait des échos dans les mythes, dans les légendes, ou peut-être par des données anthropologiques. Et ça, à ce point de vue-là, c'est une occasion de souligner que quand une caractéristique semble spécifiquement humaine, en général elle n'est pas spécifiquement humaine, elle est partagée avec les mammifères adaptés à la mer.
Et les mammifères adaptés à la mer ne mangent pas le placenta non plus. Donc c'est toute une nouvelle façon de comprendre Homo sapiens, qui comme un primate, qui sans doute est avant tout adapté à la côte, adapté pour chercher sa nourriture aussi dans la mer. Donc c'est une question très importante. J'ai pas le temps d'en dire des détails, puisque j'ai participé à un livre électronique qui s'intitulait en anglais « Was Man More Aquatic in the Past ?» Est-ce que l'être humain était plus aquatique dans le passé? Donc j'ai écrit là-dedans un chapitre sur les implications obstétricales d'une nouvelle compréhension d'Homo sapiens comme un primate adapté à la mer. Donc ce que j'ai dit sur le placenta, c'est une toute petite partie de la question, elle est énorme, je ne peux pas en dire plus. J'ai bien compris qu'en termes de temps, on va être limité, on va essayer de quand même traiter le principal. Donc vous êtes, je regarde le mot parce que pour moi c'est un peu aptopsychothérapeute. Qu'est-ce que ça implique? Ça veut dire que je suis une praticienne de l'aptonomie qui est définie par son fondateur Franz Wellmann comme la science de l'affectivité, qui consiste à soigner et à éduquer en mettant toujours au premier plan cette dimension de la vie psychique qu'est l'affectif. Voilà, donc on peut accompagner les enfants avant leur naissance, mais aussi travailler en psychothérapeute avec des enfants, des adultes, des adolescents, des gens âgés, où on peut accompagner les mourants. C'est toute une autre façon de considérer le soin et l'accueil et l'éducation. Mais a priori, j'ai pu comprendre que ça s'adressait principalement aux parents. Pas du tout. Pour la préparation. Pas du tout. Pas du tout. C'est quelque chose qu'on peut généraliser. Oui, ça c'est qu'un tiers de ma pratique. C'est ce qu'on connaît le plus. Bon, très bien. Je vois que vous avez un cursus très complet, donc on va rester ciblé un petit peu. Donc là, vous êtes tous les deux réunis ici. Quel est le point commun de votre propos par rapport à l'atelier que vous avez fait précédemment? Il y avait beaucoup d'histoires d'amour, hein, si j'ai bien compris ce que vous Je crois que nous sommes l'un et l'autre des étudiants en nature humaine. Non, mais ça me va très bien, étudiante dans la nature humaine. Mais soignante. Moi, je me sens vraiment soignante. Et est-ce que vous auriez un message à faire passer? Parce que ma question, c'est de dire, est-ce que les enfants aujourd'hui sont plus heureux, étant donné qu'ils ont tout le confort possible, toute la communication possible, est-ce qu'ils sont plus heureux? Ou est-ce que le fait qu'on a souvent des familles monoparentales peuvent les amener à se retrouver avec un manque affectif? Est-ce que les enfants d'aujourd'hui sont plus heureux il y a 50 ans, par exemple? On ne peut pas répondre comme ça à une question pareille. Moi, ce qui me préoccupe, c'est de voir que l'espèce humaine est une espèce qui ne s'aime pas et qui est maltraitante pour ses petits. Et une espèce qui fait ça se met en danger. Voilà. Et donc moi, mon souci, c'est d'essayer de transmettre et de partager des connaissances de manière à ce qu'on arrête d'être maltraitant avec nos enfants. Et alors pourquoi les adultes ne s'aiment pas alors? Je ne sais pas. Je ne sais pas. En tout cas, ils sont incapables de comprendre que les bébés sont les gens qui s'occuperont d'eux quand ils seront vieux et qu'il ferait mieux de s'en occuper un peu mieux. Ce qu'a dit un jour mon fils, il me dit tu continues à parler comme ça, c'est moi qui vais choisir ta besoin de retraite. Donc, exactement. Exactement. Est-ce que vous auriez, pour conclure je crois que pour répondre à cette question sur le bonheur, il faudrait d'abord apprendre à mesurer le bonheur. Ah, on n'est pas au bout. C'est peut-être pas utopique, puisque maintenant les psychologues scientifiques mesurent tout, y compris le sens de l'humour. C'est par là. Alors au bout de temps, vous avez le PIB, hein, qui est le produit intérieur du bonheur. Est-ce que vous avez, pour conclure, un message d'espoir à donner à nos internautes? Est-ce que l'amour... Personnellement, je crois que actuellement, nous sommes en ce qui concerne la naissance des bébés, mais la vie humaine en général, nous sommes au fond de l'abîme, et que c'est l'effet de millénaires de conditionnement culturel, de croyances, de rituels, et que notre seul espoir aujourd'hui, c'est le pouvoir de la science moderne pour renverser les millénaires de conditionnement. Il n'y a que la science moderne qui peut nous aider aujourd'hui. Pensez que quand j'étais externe à l'hôpital Boucicaut, on ne savait pas qu'un nouveau-né avait besoin de sa mère. On séparait les mères des nouveau-nés, les bébés étaient dans une nurserie, les mères étaient ailleurs. Il a fallu la science pour nous dire un nouveau-né a besoin de sa mère, renverser des millénaires de culture. Bien, notre espoir aujourd'hui, c'est le pouvoir de la science moderne, à condition que l'on digère ce que les scientifiques nous apportent. Très bien. Et puis donc, Dr Dolto, ce message d'espoir que vous voulez faire passer? Le message d'espoir, c'est simplement que quand on travaille beaucoup avec les tout-petits,
on est constamment ébloui par l'ampleur de leur intelligence et que si on arrêtait de les maltraiter par négligence, par insécurisation, par absence de connaissances scientifiques sur ce que c'est qu'un enfant, eh bien on aurait une humanité certainement beaucoup mieux adaptée à son milieu, beaucoup moins destructrice, beaucoup moins agressive. Je vous remercie beaucoup, Dr Loto. Dr Audin, merci beaucoup d'avoir partagé ce temps avec nous.